Salut à toutes et à tous, c'est Manon de la boîte à bac et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo sur le thème « Faire la guerre, faire la paix ». On a déjà fait 2 vidéos sur l'évolution de la guerre depuis Clausewitz, ainsi que 2 vidéos sur la fabrique de la paix depuis les traités de Westphalie. Si tu es en train de réviser ce thème, je t'invite à aller les regarder. D'ailleurs, si tu veux être sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos d'AJGSP, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche sur YouTube, on est en plein sur le programme en ce moment. N'hésite pas aussi à t'abonner à notre compte Instagram, on va bientôt lancer une application ainsi que le kit back d'AJGSP. Les kit back, ce sont des coffrets contenant de nombreuses flashcards pour réviser ton cours, des défis et l'accès à nos vidéos de méthodologie. Celui d'AJGSP sera même accompagné d'1 an d'abonnement à notre application pour la matière. Plus d'informations sur notre site, laboiteabac.fr. Alors aujourd'hui, on va appliquer ensemble tout ce qu'on a vu sur la guerre et la paix à l'étude de cas d'une région particulièrement complexe, le Moyen-Orient. Pour cela, on va diviser notre étude des conflits moyen-orientaux en 2 parties. D'un côté, tout ce qui concerne l'évolution du conflit israélo-arabe, aujourd'hui israélo-palestinien, depuis 1948, et de l'autre, les conflits du Golfe Persique depuis les années 80. On va alors étudier ensemble dans cette vidéo comment définir le Moyen-Orient, quelles sont les causes du conflit israélo-arabe, comment les tentatives de résolution du conflit israélo-palestinien ont-elles échoué, en quoi la première guerre du Golfe concentre-t-elle des enjeux qui dépassent largement le cadre du Moyen-Orient, et enfin, comment la seconde guerre du Golfe, guerre interétatique, a-t-elle évolué en conflit asymétrique. Comment définir la région du Moyen-Orient ? Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, écrivait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Déjà, l'expression Moyen-Orient ne va pas de soi. Il faut que tu saches que c'est une traduction de l'expression anglo-saxonne Middle East. Avant, on lui préférait en français plutôt le terme Orient ou alors Proche-Orient. Mais pour ne pas confondre avec l'Asie, l'Extrême-Orient, ou alors l'Orient proche, qui désigne plutôt historiquement l'ancêtre de la Turquie, l'Empire ottoman, on a calqué cette expression anglo-saxonne pour désigner la région. Géographiquement, le Moyen-Orient, c'est l'ensemble des pays qui se trouvent au carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. De l'ouest à l'est, de la Turquie à l'Iran et à l'Afghanistan, et du nord au sud, du Caucase à la péninsule arabique. À savoir que l'Égypte, qu'on considère plutôt géographiquement en Afrique du Nord, est souvent comprise dans l'appellation Moyen-Orient de par les problématiques stratégiques qui la lient à la région. Mais attention, ces considérations géographiques ne sont pas le seul élément qui fait de la région un tout cohérent à analyser dans son ensemble. Les 16 pays qui composent la région ont la particularité de se situer à un carrefour entre 3 continents, 3 civilisations. C'est une myriade de peuples divers, aux langues et aux confessions différentes. Sur les 400 millions d'habitants, 250 millions sont des Arabes, qui parlent donc la langue arabe, elle-même déclinée en de nombreux dialectes. 80 millions des habitants sont des Turcs, et 80 millions sont des Perses, surtout en Iran. La région est également le cœur de nombreuses minorités qui ne composent pas forcément des États-nations, les Kurdes, les Baloutches, les Azéris, les Arméniens, etc. Les Kurdes, par exemple, le peuple sans État le plus nombreux au monde, sont 30 millions, et ils vivent entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. On trouve aussi une population juive de 6 millions de personnes, qui pour la plupart vivent en Israël, seul État du Moyen-Orient à ne pas être en majorité de confession musulmane. Cette diversité culturelle explique en partie la complexité de la région. Mais ce n'est pas le seul élément qui fait de cette région un épicentre d'instabilité, de guerre internationale, civile ou alors un foyer du terrorisme. En effet, le Moyen-Orient regorge d'intérêts stratégiques, ce qui en fait le cœur de rivalité des puissances internationales. Historiquement, la région a fait l'objet d'une mise sous tutelle par l'Occident avec ce que l'on appelle les accords de Sykes-Picot en 1916, signés entre la France et le Royaume-Uni. Au début du XXe siècle, les 2 puissances ont prévu le découpage du Proche-Orient qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, cesse d'être l'Empire ottoman. À savoir que les frontières d'aujourd'hui sont restées telles qu'elles ont été tracées à l'époque par ces accords. Si cette région attise tant de convoitises, c'est parce qu'elle constitue un espace riche en ressources naturelles et particulièrement en hydrocarbures, soit en pétrole et en gaz. Et c'est important car le pétrole est une source d'énergie indispensable à nos sociétés contemporaines. En effet, on s'en sert pour bon nombre de choses qui permettent le fonctionnement de notre monde, pour le transport, pour l'électricité, le chauffage, l'industrie et même le plastique. Les ressources pétrolières du monde sont pourtant limitées et 50% se trouvent au Moyen-Orient. Pareil pour le gaz naturel, dont la moitié des ressources mondiales se trouve également dans la région, environ 45%, surtout en Irak, en Iran et en Arabie Saoudite. Et comme si la mosaïque culturelle et la présence d'hydrocarbures ne suffisaient pas déjà à faire du Moyen-Orient une région hautement stratégique, elle est aussi le berceau des 3 civilisations monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont en effet nés au Moyen-Orient, faisant de Jérusalem une ville 3 fois sainte, car elle contient les lieux les plus sacrés du judaïsme et du christianisme, et qu'elle est la 3e ville sainte de l'islam. Ces reliques religieuses très anciennes et très symboliques rendent la ville convoitée par les 3 religions. On y trouve le mur des Lamentations, ruine d'un temple détruit par les Romains pour le judaïsme,
ainsi que le tombeau du Christ, Saint-Sépulcre pour le christianisme, et enfin la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher pour l'islam. Pour résumer, la mosaïque ethnique, culturelle et religieuse, les disputes des trois grandes religions monothéistes et la présence d'intérêts stratégiques concentrés grâce à la richesse en ressources naturelles font de cette région un foyer de conflictualité majeur. Quelles sont les causes du conflit israélo-arabe ? Maintenant qu'on a expliqué ce qu'est le Moyen-Orient, il est temps que j'essaye de t'expliquer les conflits, en commençant par le conflit israélo-arabe. Les causes sont à trouver dès la fin du XIXe siècle, alors que de nombreuses vagues d'immigration juive arrivent sur le territoire palestinien, l'Empire ottoman à l'époque, en raison de persécutions en Europe de l'Est, puisqu'à l'époque la majorité des juifs du monde vivaient en Pologne, en Ukraine ou en Russie. Cela crée pas mal de tensions avec les populations arabes sur place. Dès cette époque, on trouve des partisans d'une nouvelle idéologie politique, le sionisme. Les sionistes militent pour la création d'un État national juif sur le territoire palestinien. La déclaration Balfour de 1917, signée par le Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale, autorise la création d'un foyer juif en Palestine. Cela n'arrange rien, et les populations juives persécutées continuent d'affluer en masse sur le territoire palestinien, 300 000 personnes entre 1919 et 1939. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, l'immigration juive s'intensifie et les Britanniques ne s'y opposent plus. Cependant, le problème reste le même puisqu'on a deux peuples qui revendiquent une appropriation exclusive sur un même territoire. C'est pourquoi, en novembre 1947, l'ONU propose de partager le territoire entre un État juif et un État arabe. Cette proposition est jugée indigne de la part des Palestiniens ainsi que des Juifs. Commencent alors 6 mois de conflit entre les forces paramilitaires des deux côtés. La débâcle pousse les Britanniques à quitter le territoire, ce qui laisse une certaine vacance de pouvoir, et c'est là que David Ben Gourion, le chef des forces paramilitaires juives, proclame la création de l'État d'Israël. Nous sommes alors en 1948 et l'État d'Israël est né. Mais les pays arabes autour d'Israël sont loin d'être d'accord avec cette proclamation. Ils décident alors de s'engager dans le combat aux côtés des forces palestiniennes. On retrouve l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Transjordanie, l'Arabie Saoudite et le Liban. Pourtant, l'armée israélienne, inférieure numériquement, remporte le conflit. Elle force la coalition à cesser le combat et 720 000 Palestiniens fuient le territoire. Les pays arabes et Israël s'affrontent de nouveau à plusieurs reprises. La première fois, c'est en 1956 avec la crise du canal de Suez. La France et le Royaume-Uni, après la nationalisation du canal par l'Égypte, veulent en reprendre le contrôle afin de défendre leurs intérêts économiques avec le soutien d'Israël qui en profite pour prendre le contrôle du désert du Sinaï. C'est une victoire de cette coalition militaire, mais les États-Unis et l'URSS, pour une fois d'accord, obligent alors Israël, la France et le Royaume-Uni à restituer les territoires à l'Égypte. Mais le second conflit entre la coalition arabe et Israël survient en 1967. C'est la guerre des 6 jours du 5 au 10 juin 1967. L'Égypte, encore humiliée de la crise de Suez, essaye de bloquer l'accès d'Israël à la mer Rouge, et cela démarre le second conflit israélo-arabe, Israël contre l'Égypte, le Liban, la Syrie et la Transjordanie. C'est une défaite cuisante pour la coalition arabe. En effet, l'aviation israélienne conduit les pays arabes à capituler au bout de 6 jours, d'où le nom de la guerre, tu l'auras bien compris. À l'issue de cette guerre, Israël en profite pour annexer de nouveaux territoires, ce qui est vécu comme encore plus injuste par la coalition arabe. L'État juif prend à la Syrie le plateau du Golan, à la Jordanie la Cisjordanie, et il occupe le désert du Sinaï et la bande de Gaza, deux territoires égyptiens. Mais que dit le droit international par rapport à ces annexions ? Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité la résolution 242, selon laquelle Israël doit se retirer des territoires occupés. Mais cette résolution n'est pas suivie par Israël, et cette défiance ne fera l'objet d'aucune sanction de la part de la communauté internationale. Les pays arabes sont fortement déstabilisés par cette seconde défaite cuisante. À partir de cette guerre, l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP, un mouvement nationaliste palestinien qui prône l'indépendance de ce territoire, commence à organiser une guérilla en Israël, le but étant de déstabiliser depuis l'intérieur. En 1973, la coalition arabe prépare une attaque le jour d'une fête religieuse juive, Kippour. C'est à nouveau un échec humiliant, puisque malgré la fête nationale, l'armée israélienne remporte la victoire après 3 semaines. C'est la troisième et dernière guerre israélo-arabe, la guerre du Kippour. Bien qu'Israël ait remporté le combat, de nombreux territoires israéliens sont détruits, ce qui fait que le pays se rend encore plus compte de la nécessité de ne pas avoir un conflit permanent. Les pays arabes démunis ne savent plus que faire.
C'est alors à cette époque qu'il réalise le levier stratégique considérable dont il dispose afin de faire réagir la communauté internationale muette depuis le plan de partage de 1947, c'est le pétrole. J'augmente le baril de 7%. En 1973, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et le Koweït décident de mettre en place une hausse unilatérale du prix du baril de pétrole, en plus d'un embargo sur les États-Unis et les Pays-Bas qui soutiennent ouvertement Israël. Le baril passe alors de 3 à 18 $ en un jour. C'est la crise. On appelle cela le premier choc pétrolier. Cette simple décision provoque une crise économique dans les pays occidentaux et cela fonctionne. Les Occidentaux décident alors d'adopter une position moins favorable vis-à-vis d'Israël en votant une nouvelle résolution. C'est la résolution 338 qui est un rappel explicite de la résolution 242 qui, si tu te le rappelles, n'avait pas été suivie par Israël. Cette résolution prévoit la reconnaissance d'Israël par les pays arabes ainsi qu'en échange la cession des territoires qu'Israël occupe depuis 1967. Ces territoires sont donc le plateau du Golan, la bande de Gaza, le désert du Sinaï et la Cisjordanie. Les pays arabes ont alors enfin obtenu l'attention des pays occidentaux. Cependant, cette résolution n'est toujours pas suivie par Israël, elle ne résout donc pas grand-chose. Les trois guerres israélo-arabes, celle de 1948, la guerre des 6 jours de 1967 ainsi que la guerre du Kippour de 1973, sont des victoires qui consolident l'existence de l'État d'Israël. Cependant, cet État se rend compte de sa fragilité, tandis que les puissances occidentales commencent à s'en mêler et à réfléchir à des manières de résoudre le conflit. Comment les tentatives de résolution du conflit israélo-palestinien ont-elles échoué ? D'israélo-arabe, le conflit devient petit à petit israélo-palestinien. Les pays arabes se sentent de moins en moins concernés par le conflit et devant leurs échecs, ils s'en retirent. En 1978, l'Égypte fait la paix avec Israël lors des accords de Camp David, et en 1994, c'est au tour de la Jordanie. À cette époque, l'État israélien continue de combattre des groupes armés palestiniens comme l'OLP de Yasser Arafat dont je t'ai parlé précédemment. Cependant, le conflit prend une tournure que ni l'OLP ni Israël n'auraient pu prévoir. En effet, en 1987, la population palestinienne se soulève contre les forces israéliennes. C'est la première intifada ou guerre des pierres, symbole de ce conflit asymétrique qui se joue. Les civils palestiniens s'opposent à l'arsenal militaire israélien avec les moyens qui leur sont donnés, c'est-à-dire des pierres. Pendant l'intifada, des images célèbres représentent des enfants s'opposant seuls face aux chars, ce qui ne manque pas d'émouvoir l'opinion publique internationale et de redresser l'image que l'OLP avait suite à ses actions terroristes. À partir de cette période, des négociations secrètes sont menées entre Israël et l'OLP sous l'égide conjointe de la Russie et des États-Unis, dont la rivalité est temporairement enterrée en raison de la fin de la guerre froide. Ces pourparlers mènent à une rencontre entre Arafat, dirigeant de l'OLP, et Rabin, Premier ministre israélien, à Washington, avec la supervision du président américain de l'époque, Bill Clinton. Cette rencontre débouche sur les accords d'Oslo de 1993 qui prévoient la création d'une autorité palestinienne et le transfert des territoires occupés par Israël à la Palestine. Les Palestiniens auraient donc une entité politique et ils bénéficieraient même d'un territoire exclusif. Mais cette esquisse de processus de paix est éphémère puisque les extrémistes israéliens et les islamistes palestiniens s'opposent tous deux à l'accord. Du côté israélien, Rabin est assassiné par un extrémiste juif en 1995, tandis que côté palestinien, une organisation islamiste palestinienne appelée le Hamas multiplie à partir de cette période des attentats contre les civils israéliens. Cette négociation, menée par les États-Unis, est ce qui s'est rapproché le plus d'un processus de paix entre Israël et la Palestine. Depuis, la lutte continue des deux côtés. Les deux camps s'affrontent lors d'une seconde intifada entre 2000 et 2005. En 2005, Israël se retire de la bande de Gaza, ce qui laisse entrevoir une potentielle résolution. Mais le conflit se complexifie encore et du côté palestinien, le Hamas et l'autorité palestinienne qui est aux mains de l'OLP s'affrontent pour les territoires palestiniens, ce qui achève de rendre caducs les accords d'Oslo. La situation s'envenime même depuis les années 2010. Les Palestiniens peinent à se faire entendre, faute de pouvoir présenter un interlocuteur unique, tandis qu'Israël continue d'être soutenu par les États-Unis. Le transfert par Donald Trump de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en décembre 2017 implique de facto la reconnaissance des États-Unis de Jérusalem comme capitale israélienne. Donc là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à partir de 1973, le conflit change de nature. De conflit interétatique entre Israël et les pays arabes, le conflit devient israélo-palestinien lors des deux intifadas. Du côté palestinien, deux organisations émergent, d'abord l'OLP, organisation nationaliste, puis le Hamas, une organisation islamiste. En quoi la première guerre du Golfe de 1991 concentre-t-elle des enjeux qui dépassent largement le cadre du Moyen-Orient ? Pour les deux guerres du Golfe, on va changer de zone moyen-orientale. On passe du Proche-Orient
au Golfe Persique, c'est-à-dire la zone où on trouve l'Irak, l'Iran, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Ici, ce que l'on appelle la première guerre du Golfe, c'est l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Rappelle-toi, on en avait parlé dans notre vidéo sur la paix. Par ailleurs, fais attention, car parfois cette guerre est appelée la seconde guerre du Golfe, si l'on considère que la première guerre est celle entre l'Iran et l'Irak de 1980 à 1988. En soi, cela fait sens, car l'invasion du Koweït peut être lue comme une conséquence de cette guerre qui a ruiné l'Irak. En effet, l'Irak devait plus de 60 milliards de dollars au Koweït à cause du conflit contre l'Iran. En envahissant le Koweït, il s'assure donc l'annulation de la dette, mais aussi potentiellement l'appropriation d'énormes ressources pétrolières koweïtiennes. Comme tu le sais, cette annexion du 2 au 4 août 1990 viole complètement le droit international, elle est donc condamnée par l'ONU. Saddam Hussein essaye alors de justifier son agression en la comparant au territoire occupé par Israël. Il tente aussi de présenter le Koweït comme un État fantoche créé de toutes pièces par le Royaume-Uni à partir de terres qui auraient été volées initialement à l'Irak. Après des médiations peu concluantes, l'ONU recourt à la force avec l'opération Tempête du désert de 1991 qui vint l'armée de Saddam Hussein sans difficulté alors qu'elle était considérée à l'époque comme la 4e armée du monde. Comme tu dois te souvenir, cette victoire onusienne pendant la fin de la guerre froide marque aussi l'entrée dans un nouveau monde dont les États-Unis seraient les gendarmes. I'm rich, Mick. Richer than you. Oh, shut your trap. That shit's poison. Come on. The earth is bleeding. You better get used to it, because we're gonna be living in it. Dig those holes, boy. À partir de cette victoire, les États-Unis se posent des questions. Que faire du régime irakien actuel et surtout, comment faire en sorte que cette offensive ne se reproduise pas? Ils décident de maintenir le dictateur Saddam Hussein en place, par crainte que les islamistes prennent le pouvoir si jamais il était amené à être déchu. Et pourtant, cette guerre constitue tout de même un élément hautement déstabilisateur pour la région. Elle profite complètement au développement de l'islamisme en Irak, un pays qui a été fortement affaibli par les sanctions économiques du début de la guerre et qui atteignent directement les populations civiles en créant de grandes famines. Pour résumer, la première guerre du Golfe, qui se passe au Moyen-Orient, révèle des enjeux internationaux qui dépassent le cadre de la région. On y lit la première intervention victorieuse du modèle onusien, mais également l'entrée dans une nouvelle époque marquée par le multilatéralisme. Et pourtant, cette victoire sera à l'origine de la seconde guerre du Golfe. Comment la seconde guerre du Golfe de 2003, guerre interétatique, évolue-t-elle en conflit asymétrique? Comme tu l'as compris, si l'on reprend le même nom pour les guerres du Golfe, c'est que chaque guerre provoque à chaque fois la suivante. C'est l'issue de la guerre Iran-Irak et les dettes contractées par Saddam Hussein auprès de l'Arabie Saoudite et du Koweït qui poussent l'Irak à envahir le Koweït en 1990. Pour la seconde guerre du Golfe, c'est le développement de l'islamisme dans la région qui pousse ensuite les États-Unis à envahir l'Afghanistan puis l'Irak suite aux attentats du 11 septembre 2001. Bon, en réalité, les États-Unis, il y avait aussi beaucoup d'intérêts stratégiques liés aux ressources pétrolières et c'est ça qui fait que l'ONU refuse cette intervention en 2003. L'intervention de la coalition est alors jugée illégale. C'est aussi à cette époque que les États-Unis théorisent cette idée de guerre préventive, une idée un peu problématique même en théorie. Une guerre préventive, c'est une guerre qui est initiée pour prévenir un conflit qui est jugé inévitable avant que les forces potentielles en présence ne soient modifiées. En fait, l'idée est de démarrer une guerre à cause d'une menace mais pas encore d'un crime avéré. C'est comme si on condamnait un assassin qui n'avait pas encore assassiné. Pourquoi vous l'avez rattrapée? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain? Ouais. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Bon, on peut quand même tempérer ce propos concernant Saddam Hussein. Il a tué ses opposants, utilisé des armes chimiques durant la guerre contre l'Iran et tué plus de 200 000 Kurdes dans son propre pays, une action souvent qualifiée de génocide. Pour justifier cette invasion, les États-Unis prétendent que l'Irak menait un vaste programme de production d'armes de destruction massive, tout en sachant pertinemment que cela était faux, puisqu'ils ont eux-mêmes fabriqué des documents de toutes pièces afin de les présenter à l'ONU, ce qui n'a même pas suffi puisque l'ONU y a répondu défavorablement. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. En Irak, 2003 marque alors le début d'un conflit qui déstabilisera profondément le pays et qui laisse ses traces encore aujourd'hui. Après l'intervention américaine, l'armée reste sur place afin de démocratiser le pays, ce qu'elle se montre très vite incapable de faire. En effet, on peine à installer un gouvernement démocratique qui représenterait toute la société irakienne, qui est fortement divisée. Une multitude de milices se crée alors de toutes parts pour représenter les divers intérêts des groupes situés en Irak.
Les chiites accèdent au pouvoir, jusque-là aux mains des sunnites, ce qui crée une guerre civile entre les différentes communautés. Le conflit devient alors complètement asymétrique. On a les forces de la coalition d'un côté et la multitude de milices non étatiques, certaines spontanées et loin d'être professionnelles, de l'autre côté. Après l'investiture de Barack Obama en 2009, les troupes américaines commencent à se retirer du pays. C'était en effet une promesse électorale assez importante de la part du candidat démocrate. En effet, plus rien ne justifiait cette guerre enlisante qui avait coûté plus de 4600 vies du côté américain, plus de 3000 milliards de dollars, ainsi que toujours plus d'hommes sur place, plus de 150 000 en 2008. Le retrait progressif des troupes américaines entre 2009 et 2011 laisse la place aux islamistes qui en profitent pour étendre leur influence, et particulièrement un groupe que tu connais bien, Daesh. Le pays connaît alors une seconde guerre civile irakienne entre sunnites, kurdes et chiites, dont l'État islamique profite. En 2014, l'État islamique contrôle un tiers du territoire irakien, ils sont donc à l'apogée de leur puissance. C'est à cette époque que Daesh appelle les sunnites du monde entier à rejoindre le djihad et à se battre contre les puissances soutenant l'Irak. La France connaît alors ses attentats les plus meurtriers en 2015 avec Charlie Hebdo et le Bataclan. Une nouvelle coalition internationale voit le jour en 2015 pour combattre l'État islamique ainsi que soutenir les forces kurdes et le gouvernement irakien. Là, le conflit atteint une complexité inouïe. L'Irak est soutenu par l'Iran, qui est soutenu par Bachar al-Assad en Syrie également, mais la coalition intervient contre la Syrie qui a pourtant un ennemi en commun avec la coalition puisqu'elle combat aussi les islamistes. L'Orient compliqué du général de Gaulle ne l'a jamais autant été. La seconde guerre civile se termine officiellement en 2017, mais l'Irak paye encore les pots cassés de ce qu'il s'est passé depuis 2003. Un Irakien ou une Irakienne de 40 ans aujourd'hui n'a toujours connu que la guerre, l'occupation, la violence, la pauvreté et le terrorisme. L'Irak est alors devenu un État failli, en déliquescence et un centre de gravité pour l'islamisme montant. Ce que tu dois retenir de cette partie, c'est que cette seconde guerre du Golfe, hautement complexe, était donc une guerre interétatique, c'est-à-dire une coalition d'États, États-Unis et Royaume-Uni versus l'Irak, mais la guerre a vite dégénéré en conflit asymétrique entre le nouveau gouvernement irakien géré par les États-Unis et tous les insurgés, kurdes, sunnites et terroristes islamistes. Ce conflit, dont les États-Unis ressortent vaincus et appauvris, met en évidence la difficulté des armées nationales les plus puissantes du monde face aux forces asymétriques, pourtant inférieures numériquement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'axe conclusif du Moyen-Orient constitue un chapitre hyper difficile à traiter, j'espère que tu auras un peu mieux compris grâce à cette vidéo, mais si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Rappelle-toi que tu peux aussi prendre des cours particuliers avec les professeurs de notre équipe, à nouveau, tout est dans la description. À bientôt!